retour dans cette émission pour la troisième et dernière partie de l'autre journal. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Monsieur Claude Asiombo Tis. Oui, Asiombo. Tis, oui. Voilà. Il est écrivain et critique littéraire. Et avec son collègue Théo Ananisso, également écrivain et critique littéraire. Ils sont tous deux togolais. Et nous parlons de la littérature togolaise. Oui, M. Claude Asiombo, dans vos développements, votre intervention tout à l'heure, vous avez plusieurs fois évoqué le FAC, le Fonds d'aide à la culture. Aujourd'hui, à y voir de près, on dirait que ce fonds-là ne sert pratiquement à rien. Non, c'est trop dire. Je crois que ce fonds-là n'aurait pas existé, on serait dans une situation pire. Pire. Je vous dis que nous avons fait des émissions littéraires dans ce pays à la télévision togolaise intitulées Expression pour rendre des auteurs visibles. C'est grâce à ce fonds. Nous avons organisé quelques carnavals au Togo, à travers le Togo. C'est ce fonds. Même des œuvres, moi-même j'ai édité mon dernier prix là, c'est sous fond. Bon, il y a des choses, c'est que ce n'est pas ce qu'on entend. Parce que le même fonds existe dans d'autres pays, avec, quantitativement c'est pas la même chose, mais comparaison n'est pas raison. Mais ici, on a l'impression que c'est... Et pour le moment, l'usage n'est pas optimisé à notre avis. Et bon, le fonds, parfois, on a l'impression que c'est un fonds plus politique. Plus politique. Ce n'est pas un fonds qui discrimine, je ne dis pas ça. Mais c'est que les critères de qualité ne sont pas encore pris en compte. C'est qu'il faut que tout le monde prenne un peu pour faire quelque chose. Je crois que c'est un peu ça. Mais le jour où le fonds serait destiné à la qualité, rien qu'à la qualité, bon, il faut... Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous voulez faire la qualité, vous allez faire souffrir la majorité et les médiocres. C'est ça la réalité. Mais moi, je suis pour ça. Je préfère être 10e après, dans la queue, que d'être un volier d'être devant. Vous suivez, un premier vaurier n'est pas un premier, c'est un bon dernier. Nous sommes d'accord. Donc moi c'est ça. C'est qu'il faudra trouver la mesure de façon que ça aille à la qualité. Et à la qualité, il y a des œuvres à l'extérieur, comme à l'extérieur, qui ont besoin aujourd'hui d'être visibles. Il faut que le fonds là aille dans ce sens. C'est ça la littérature, ce n'est pas autre chose. On n'invente pas. Vous suivez? Il a dit quelque chose aujourd'hui. C'est ce qui est très important. Les gens, il faut les coacher. Ça c'est vrai, moi je l'ai remarqué. Et il y en a qui arrivent tout fort, mais j'ai écrit, c'est très beau, tu vas saliver, tout ça. Et à la fin, tu lui donnes 2 sur 20. Il a envie de tomber à ses copes, parce qu'il manque un certain nombre de paramètres. Il manque un certain nombre de paramètres, ce n'est pas sa faute. Et tout le monde ne sera pas écrivain. Mais il y en a qui développent des étincelles. Et vous pouvez leur arracher de leurs 100 pages, 50 ou 60 pages. Mais vous verrez que 40 pages sont formidables et que ça contient l'avenir. Il faut les aider. Ce n'est pas nécessairement au premier roman qui sera un bon roman. Non, il peut écrire un mauvais roman au début, banal au début, mais s'il croit et qu'il est bien coaché, il s'accroche, mais demain il va faire des merveilles. Mais ce travail-là, ce fonds doit aller à ces genre de choses. Un prix bien organisé, transparent, avec un jury bien constitué. Et ça, le prix, un programme, c'est fini, la littérature, ça faut être. Il faut que le fonds là aille dans ce sens. Et si on l'augmentait, bon, on pourra servir tout le monde.
Et les médiocres, et ceux qui font du bon travail. Hein, ouais, ça. Sinon, on dit que le souffrant assez bien fait pas mal de choses. Ah, sans mentir. C'est parce qu'on ne le sent pas, on ne le sait pas. Hein, si on tuait sous fond, ça ferait pas encore plus de mal. Hein, on ferait plus de mal. Donc il faut mieux l'utiliser, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. Claude Assiobotis. Oui, j'étais la même question. Hein. Oui, mais quand je l'écoutais, je me suis dit, mais en fait, il parlait du fond, mais on aurait pu parler du Togo, tout simplement. Si on gérait bien, si on était compétent là où il faut, etc., si l'argent public collecté allait là où il faut, mais finalement, ça reflète, la littérature togolaise reflète la situation politique du Togo, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Avec le même langage, on peut parler du pays, des hôpitaux, des routes, ce que vous faites d'ailleurs très bien. Donc, j'ai quand même appris, je ne suis pas très au courant des détails de ce fonds de la culture, qui, me semble-t-il, est une très bonne chose. Ça existe. J'ai parlé avec des auteurs d'autres pays d'Afrique, du Bénin et du Sénégal en particulier. Ça existe là-bas. Je pense même que ça atteint le milliard de francs CFA, je pense soit au Bénin, soit au Sénégal. Mais je parlais avec une auteure sénégalaise qui s'appelle Ken Bogoul. Elle m'a raconté aussi que les copinages et les choses aussi existent là-bas. Ce n'est pas non plus aussi... C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Mais à un moment donné de la littérature, vous savez, il y a les gens qui écrivent, ils sont dans les idéaux. Ils sont dans les idéaux. Et puis, mais la gestion est faite avec des gens qui n'y sont pas ou qui ne sont pas des idéalistes. Et le fonds est sans doute géré je ne sais pas moi, sous la responsabilité de personnes qui ne sont pas des gens à l'esprit extrêmement gratuit ou extrêmement noble ou en tous les cas désintéressés. Et donc, c'est toujours ce problème. Donc, on ne peut résoudre le problème que s'il y a contrôle. Et pour qu'il y ait contrôle, il faut nommer les gens qui vont ou libéraliser les choses, rendre la chose transparente, ce qui veut dire que le Parlement doit être transparent, parce que ce sont eux qui vont... que le gouvernement, que le ministère doit... Vous voyez, on ne s'en sort pas. On ne résout pas. Il faut résoudre toute la chaîne. Voilà. Sinon, ça ne passe pas. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous allons maintenant parler de quelques œuvres que vous avez publiées. Je sais que votre dernière œuvre s'appelle Le Destin d'Agbetor. Et c'est avec ça que vous avez eu le prix récemment. Oui, monsieur, c'est avec ça. Mais en réalité... ce n'est pas tant une nouvelle œuvre. C'est des œuvres réécrites. Hein. Les deux premiers, c'est 3 romans. Les 2 premiers sont réécrits. C'est compte tenu de nos difficultés. Moi, je revisite mes œuvres. Et moi, ma difficulté supplémentaire, c'est que c'est un tout. Tous les livres font ce livre à la fin. Et cette énergie que j'investis à les réintégrer. Et pour en faire une unité, ça me coûte du temps, du travail, tout ça. Bon, la dernière mouture, c'est un peu ça. Vous avez 3 romans qui deviennent un roman. Le dernier roman, c'est la dernière parution. Sinon, les 2 autres, c'est des œuvres retravaillées et réintégrées pour former une chaîne, une unité. Bon, voilà à peu près ça, ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est avec ça que vous avez eu le prix. C'est ça, c'est avec ça. Bon, c'est tout ce que je peux dire pour moi. S'il y a des questions plus précises, je peux répondre. On reviendra sur l'œuvre elle-même. Oui, Monsieur Théo Anonisso, vous avez votre dernière publication, s'appelle Perdre le corps. Oui, Perdre le corps. Quand on entend le titre de l'œuvre, on s'imagine des choses. Qu'est-ce qui se passe Oui, il y a 2 sens possibles. En fait, c'est un roman que je souhaitais écrire un peu pour décrire la totalité du Togo, géographiquement, parce que je connais depuis mon adolescence, du fait de la fonction de mon père, il travaillait à Dapan, puis à Kara, puis à Sokodé et à Takwame, donc j'ai vécu dans ces différents endroits, et j'ai voulu écrire un roman qui reflète, qui exprime la totalité de ce pays-là. Perdre le corps, c'est en gros l'histoire en fait du roman, c'est un monsieur, un Togolais, comme il y a pas mal de gens de la diaspora, qui revient chez lui après plus de 30 ans passés en Suisse.
et qui voit donc là où il habite un voisin, un jeune voisin qui l'invite un jour et il lui propose tout simplement un échange bizarre ou en tous les cas suspect a priori. Et il lui dit voilà, j'ai une jeune copine, une jeune fille avec qui je suis en relation personnelle et j'aimerais bien que vous puissiez l'aimer ou vous occupiez d'elle à ma place, que je suis trop âgé pour elle, je ne peux pas lui offrir de l'avenir et je vous paye pour cela. Et donc, alors, c'est possible, voilà la question. Évidemment, le jeu. C'est une histoire vraie ou bien? Non, c'est l'imagination. Ce sont les délires des écrivains, des romanciers. Et, mais en fait, l'idée n'est pas aussi méchante que ça. Ouais. C'est qu'en fait, en gros, bon, le jeune homme va mettre du temps quand même à réfléchir. Et puis, il va quand même voir la jeune femme en question. Et en plus, on va le payer. Puis finalement, il dit il va tenter le coup pour voir un peu. Et donc, il y a une amitié qui va naître entre le jeune homme, qui est un jeune démarcheur, quoi, un jeune agent immobilier, et ce monsieur qui s'appelle Jean Dodo. Et peu à peu, ils vont développer. En réalité, ce monsieur, et ça, j'ai vu pas mal de Togolais, vous savez, depuis le temps que je suis en Europe, que j'ai vu pas mal de gens qui ont quitté. J'ai rencontré même des gens quand je suis arrivé en France, qui avaient quitté le Togo dans les années 60. Ils avaient quitté le Togo, c'est Valis Olympio était président. Et donc, je les vois 30 ans plus tard, mais ils me disent, mais est-ce que voilà, tel endroit existe? Ça n'existe plus. Vous voyez, ça change. Et ils ont ça, mais ils ne reviennent pas. J'en ai vu pas mal comme ça. J'ai même été logé une fois en Bretagne, dans la maison d'un Togolais, qui avait commencé à avoir l'Alzheimer, mais qui a quitté le Togo il y a vraiment longtemps. Fait des choses comme ça intéressantes. J'ai voulu. Enfin, ce monsieur revient, et en réalité, il a une fille qui est donc métisse, qui est restée en Suisse. Et il a sans doute. C'est un pari qu'il fait. Il voit ce jeune homme. Il fait un pari et va lui transmettre en fait ce qu'il a et ce qu'il est. Mais il ne lui dit pas au départ. Il lui propose cet espace de marché ou de deal bizarre. Et ensuite, tranquillement, ils prennent le temps de se fréquenter. Et peu à peu, ils partent en voyage parce que sa mère est une femme d'origine du nord là-bas de Dapon et qu'il n'a pas connue. Donc, il ne peut pas faire voyageuse. En réalité, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il a eu un accident vasculaire, il sent qu'il n'a plus longtemps à vivre et que par conséquent, ce jeune homme peut être comme une espèce de fils de substitution, quelque chose comme ça. Il y a comme ça une histoire d'amour, d'amitié et aussi de la maladie, quoi, qui fait partie de ce que la nature humaine, hélas, enfin, que de la vie, quoi. Et donc, j'ai essayé d'écrire un roman comme ça, voilà, c'est ce que je peux dire rapidement un peu, à ce sujet. Et ça vous a pris combien de temps pour écrire ce... Alors donc, déjà, l'écriture en soi, déjà une année, mais avant cela, j'ai dû refaire le voyage à travers le Togo, puisque je souhaitais décrire les choses vraiment, je parlais tout à l'heure de paysage, je voulais décrire le Togo, il me fallait reprendre encore la route, et j'ai refait le trajet jusqu'à Dapon, 56, et je suis revenu. Et donc ça m'a pris voilà, quoi, des semaines déjà au séjour ici. Et pendant une année, j'ai travaillé, j'ai écrit. Et puis, quand j'ai remis le manuscrit, c'était en 2019. Et là, ça devait paraître en janvier 2020. Puis il y a la Covid là, qui a interrompu les choses. J'ai attendu encore 1 an et demi avant que ça ne paraisse cette année, donc en janvier. Est-ce que elle est disponible aujourd'hui au Togo? Elle est disponible, ouais. Je pense que j'ai eu l'occasion de faire parvenir grâce à l'éditeur, mais aussi avec, je ne sais pas si vous connaissez Steve Bourdieu, qui travaille au littéraire, qui a une association. Ils vendent aussi des livres, je pense. Il en a commandé plusieurs. La dernière fois, il m'a dit qu'il en restait encore 5 exemplaires. Et donc voilà, il y a quand même un peu. Évidemment, ça pourrait être mieux diffusé. Ce n'est pas le cas. C'est cher. En France, c'est 20 €. Grâce à mon intervention chez l'éditeur, on a eu pour une 30% de remise, mais ça reste malgré tout toujours assez cher, voilà, quoi, comme ouvrage. Mais c'est quand même un peu disponible, disons-le. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Oui, monsieur Koul, avant de revenir sur le destin Boto, c'est ce qu'on reproche aux œuvres des Togolais ici, c'est sa cherté. Les gens disent que les œuvres, les romans sont chers, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à les payer. À sur place, ouais, non, c'est que on ne peut pas dire ça. Les œuvres produits sur place ne sont pas chers. Elles ne sont pas du tout chères. Mais ça dépend de la valeur que les gens donnent aux choses. Un roman à 3 000 francs, c'est cher. Est-ce que c'est cher, quoi?
Un roman à 3 000 francs, 5 francs. Même les journaux que nous laissons au marché à 250 francs, les gens disent que c'est cher. Que c'est cher. Mais attention, ça dépend de l'intérêt. Moi, je me souviens dans les années chaudes, comme vous connaissez, ces journaux s'arrachaient. Les photocopiés, les photocopiés les rendaient encore plus onéreuses. La demande devient encore plus forte. Bon, ça dépend de ce qu'on veut, de l'enjeu qu'il y a autour de la chose. Mais aujourd'hui, au Togo, les romans qui viennent de l'extérieur sont chers pour nos bourses, comme il a dit. 20 €, c'est 12 000 francs au Babouin. Voilà. Je ne vois pas le Togolais, le cadre peut l'acheter pour l'offrir à ses enfants. Mais on n'a même pas ces habitudes-là, d'offrir des livres à nos enfants. C'est triste. Il a touché un peu au problème, mais je ne vais pas voulu revenir là-dessus. Lorsque vous voulez connaître un pays, c'est la vision que ces cadres, ces intellos ont de l'art. De l'art et du livre. Voilà. Et donc, c'est pas cher. Les livres qu'on produit dans nos éditions Audi, Saint-Augustin et consorts, c'est 3 000 francs. 3 000 francs, même parfois 2 500. Moi, mon roman là, c'est à 5 000 francs, mais c'est 3 le roman. Mais je sais que je suis sorti 5 000 francs en même temps. Pour l'acheter, c'est corsé pour le Togolais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les jeunes à qui nous dessinons surtout ces romans-là, les apprenants, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui les achètent pour eux. C'est ce qui est bien qui est bien. Par exemple, les associations culturelles, les parents d'élèves, les parents d'élèves. Moi, j'étais à Togobile où il y avait un fonds de parents d'élèves. J'y serais aujourd'hui. Ce fonds servirait à faire beaucoup de choses. Parce que, je te le disais, je suis là-bas avec des expatriés. Lorsqu'on fait des demandes au centre de la culture, ils n'hésitent pas. Si c'est pour offrir des livres. Donc, cet exemple-là doit être exploité dans les écoles. Les associations de parents d'élèves qui ont des sous, mais c'est ces associations-là qui doivent acheter des livres. On ne dit pas de donner des livres à chaque élève. Il faut qu'il y ait des exemplaires dans la bibliothèque. Même le fonds d'aide dont vous avez parlé, le fonds d'aide à contribuer à faire ces choses-là. Il y a pas mal de bibliothèques qui sont sur toute l'étendue du territoire où le fonds d'aide a pu diffuser des livres, des Togolais. Mais ce qui est le problème, c'est quoi? C'est qu'il fallait trier. Il ne fallait pas envoyer n'importe quoi dans cette bibliothèque-là. Sinon, ça désoriente les élèves. Les élèves ne savent pas ce que c'est qu'un bon livre ou un mauvais livre. S'ils tombent sur des livres qui sont comme ça, ils disent, mais si c'est ça la littérature, moi aussi je peux devenir écrivain. C'est même pas la peine de lire. Donc, sans mentir, cherté, non. Les étudiants n'ont pas la bourse. Mais si on trouve d'autres moyens, d'autres fonds, on peut mettre ces livres-là à la disposition des élèves. Même le banque là, est-ce que le banque ne peut pas acheter des livres à offrir aux établissements? C'est pas possible? C'est possible. Voilà, il y a plein d'initiatives qui peuvent porter, qui peuvent servir à acheter ces livres-là et à les offrir aux élèves. Mais pas, comme je le dis, il faut savoir les choisir. Si on les choisit bien et on les offre, c'est petit à petit que les élèves même iront vers ces livres-là. Voilà, merci. Alors, le destin d'Agbeto, le destin d'Agbeto. On sait que dans notre langue, en Mina ou en Evé, Agbeto, ça évoque l'homme. C'est ça le titre, le destin d'Agbeto, de l'homme, ou bien c'est un nom, ou bien un personnage que vous avez créé pour donner titre. Oui, Agbeto, c'est le personnage central de l'homme-même. Et Agbeto, comme son nom le dit, nos mots sont des mots images. C'est ça. Et Agbeto, c'est ce que ça veut dire en Mina. C'est le tuteur et le titulaire de vie. Voilà. Agbeto, le père de la titulaire de vie. Et Agbeto, c'est un personnage dans
à qui on a coupé la tête. On lui a coupé la tête. Pourquoi on lui a coupé la tête? Parce que c'est le roi d'un pays où l'activité la plus pratiquée est la pêche. Et il se fait que Mami Wata, qui est à la fois poisson et être humain, et qui est le symbole de la femme fatale, le symbole de la chair comme charnelle, des choses charnelles, c'est la beauté fatale, c'est l'argent, c'est Mami Wata, c'est ça, et qui veut arriver dans ce paysage où la pêche, dans tous les sens, pêche comme pêcher en mer, pêche comme se pêcher soi-même, où la pêche est l'activité la plus principale, elle veut aller là-bas pour instaurer sa loi, qui est la loi des choses charnelles, le règne des choses charnelles. Alors, elle a tellement de force comme l'argent, que même elle arrive à pêcher les pêcheurs avec de l'argent. Et avec quoi? Elle dit, mais n'allez plus à la pêche, j'ai des boîtes de sardines à vous distribuer. Et lorsque les gens se présentent à la plage, alors on leur distribue des boîtes de sardines. Est-ce qu'ils ont encore besoin d'aller pêcher? Et petit à petit, ils oublient leur tradition de pêche et deviennent esclaves des choses, des boîtes de sardines. Et comme Agbetor avait cette vision, savait que si on détournait son peuple vers ça, ce peuple va oublier sa tradition de pêche et serait nécessairement mangeur de boîtes de sardines. Il décrète la pêche de Mami Wata. Parce que c'est un poisson. Et ce n'est pas un poisson que n'importe qui peut pêcher. Mais lui, il a le secret. Et pour ne pas être pêché un jour, Mami Wata a organisé sa décapitation et on a décapité Agbetor. Est-ce que vous suivez? Et elle a installé son règne dans ce territoire. Mais je crois que le secret est resté dans cette tête-là. Et les Doumeli passent tout le temps, toute l'histoire à rechercher le secret perdu dans cette tête-là. Et je vous résume. Moi, je vous ai dit que toutes mes histoires parlent d'abord de l'histoire du Togo, pour rejoindre l'histoire de l'Afrique, pour aller à l'histoire du Nassau. Oui, j'allais vous poser la question. Voilà. Le Agbetor, cette tête d'Agbetor, c'est la perte de la mort d'Olympio. Au Togo, tous les problèmes que nous avons jusqu'au jour, c'est dû à la disparition de cet homme-là. Cet homme juste qui a voulu sacrifier sa vie et qui voit tout loin. À l'époque, être docteur, sorti de cette université-là, qui sait ce que c'est que la monnaie, ce n'est pas Sékou Touré. Sékou Touré, on sait que c'est un peu... Bon, il fait la gueule, mais il va se faire prendre à son piège. Et il n'est pas un grand intello. Olympio, il va très loin. Et c'est ça qui lui a coûté la vie. Et ça, le Togo le péché, parce que justement, ce qu'il a voulu faire là, ça risque de faire tache d'huile. Et très vite, on l'a su, on l'a décapité. Est-ce que je veux? Et c'est ça le problème de toute l'Afrique. Décapité, qui se cherche, qui doit rechercher sa tête. Nous sommes là, nous ne sommes plus dans nos milieux. Nous sommes plus dans nos milieux. Comment peut-on vivre sans racines? Sans racines. Nous sommes là aujourd'hui, nous dépendons des autres. C'est ça l'Afrique. Décapité, on ne consomme que les choses extérieures. On est dépendant des autres. C'est ça. Nous devons retourner à la tête pour retrouver le secret de nous-mêmes, pécher Mami Wata, et nous un jour. Et Mami Wata, c'est tout ce que vous savez. C'est les forces matérielles, c'est le capitalisme, tout ce que vous voulez. C'est ça, et nous souffrons de ça. Voilà à peu près le décor de mon roman.
d'Agbétor. Et le symbole le plus fort, le concept le plus fort, c'est ce que j'appelle le complexe de Mamiwata aujourd'hui. C'est que les gens sont là simplement pour les choses charnelles. Les gens ne valorisent pas les choses de l'esprit. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est les belles cravates, les grandes voitures. Ça, c'est bien aussi. Mais c'est des basiques. Ça ne fait pas encore là. Vous allez en Europe, moi, mon directeur qui était blanc, il m'a dit, mais lorsqu'il est arrivé en Afrique, ce qui a frappé, lorsque tu vas à Gosco, lorsque tu rencontres en même temps un ministre, tu sais que c'est un ministre. Il est important, tout le monde court. Mais il dit, mais en Europe, tu vas rencontrer un savant, un grand écrivain, dans un supermarché en train de faire des courses, qui va échanger avec toi. Parce que mais c'est ça, voilà, c'est pas les choses là. Oui, ça aussi, ça existe, c'est bien. Mais eux, ils vont plus loin. Est-ce que vous suivez? Mais eux, justement, c'est eux qui nous empêchent de nous retrouver, etc. Bon, c'est beaucoup de problèmes que je pose là et qu'il faut découvrir. Voilà. Le destin d'Agbétor, un roman très alléchant à lire absolument. Monsieur Tiwanani Ananisso, votre second livre dont nous voulons parler, je veux qu'on parle aujourd'hui, le titre s'appelle Délicatessen. Délicatessen, ouais. Oui. Ça, c'est séparant ça. Délicatessen, c'est celui qui précède Perdre le corps en fait. Oui. Je l'ai publié en 2017, donc en octobre 2017. C'est un roman. Délicatessen, le mot, c'est un mot allemand qui désigne. Vous savez, bon, il y a cuisine et cuisine, il y a aliments et aliments, il y a les aliments fins, il y a des aliments qu'on trouve d'une manière générale partout, et puis il y a un peu le caviar, si vous voyez un peu ce que c'est, ou d'autres types de choses qui sont beaucoup plus relevées. Et Délicatessen, quand vous le voyez donc sur une épicerie, ça veut dire épicerie fine, quelque chose ou un restaurant, c'est qu'on y fait une cuisine, on y propose quelque chose de plus relevé qu'ailleurs. Et ça peut aussi signifier des friandises. En fait, en gros, ici, dans le roman, c'est une femme qui est journaliste en vue, très connue, très belle, qui divorce et qui voudrait se relancer, retrouver le bonheur, j'allais dire conjugal, si vous voulez, mais qui fait face à 4 hommes, enfin différents hommes, chacun selon sa particularité. Il y en a un qui est puissant et en politique, il y a l'autre qui est riche, qui est vieux, enfin un plus jeune mais qui n'est pas amoureux. Enfin, vous savez, et il s'agit de retrouver qu'est-ce qu'il y a. Je crois que dans la vie, chacun cherche ce qui est bien, ce qui pourrait être bien pour soi, à tous les niveaux possibles, en tant que journaliste, ou en tant que footballeur, en tant qu'homme, en tant que femme, Et donc, elle aussi, elle voudrait avoir ce qui, pour sa vie, est la friandise ou la chose la plus bonne, quoi, la meilleure, en fait. C'est un peu cette image, c'est pour ça que j'ai utilisé le titre de Délicatessen. C'est ça le roman. Donc, ça se passe aussi au Togo. Et voilà, c'est un peu comme un suspense comme ça. Comment elle va faire avec ces différents hommes, c'est pas facile, c'est pas dit, mais voilà. Et l'œuvre est également disponible comme également. Bon, ça remonte un peu plus loin, il y a quelques années déjà. Donc, ce n'est pas. J'espère, je ne sais pas trop si c'est. Bon, en son temps, en 2017-2018, il y avait, oui, assez. On s'est arrangé pour qu'il y en ait. Je pense aussi également aux littéraires aussi, ils en avaient commandé. Mais sinon, je ne sais pas si maintenant en librairie on trouve ça facilement. Le problème, vraiment, à travers cette question que vous me posez, c'est la question de la. Vous devez savoir que, de même qu'il y a des taxes pour rendre les choses plus chères et par conséquent pas accessibles à tout le monde, de même aussi il y a subtilement aussi de la censure aussi. On peut faire aussi. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce n'est pas une vue de l'esprit de penser que parfois on s'arrange pour que les intellectuels, les écrivains africains qui sont en Europe puissent ne pas arriver en contact avec leur pays d'origine. C'est une façon aussi de les maintenir un peu offshore. Et donc, je ne peux pas longuement expliquer ici tout cela, mais il y a ce fait qui fait que nous écrivons, nous faisons beaucoup d'efforts. Et les livres que nous produisons en Europe restent plus en Europe, sont plus lus en Europe que par des gens qui devraient normalement, parce que le roman se passe au Togo, donc ça devrait pouvoir être plus intéressé les gens.
Togo, voilà quoi. Et donc il y a des moyens aujourd'hui de leur rendre ça accessible, mais que ces moyens ne sont pas appliqués, si je puis dire, aussi de part et d'autre, hein, aussi bien ici que sur place. C'est pour ça d'ailleurs qu'en parenthèse, j'ai quand même décidé de revenir collaborer avec Aoudi. L'année dernière, j'ai publié ici un petit livre sur la politique, enfin sociopolitique, à FENU, ici, dont je vais parler ici. Voilà. Émission, oui. Et que je fais cette collection avec Sandra Arabi, c'est pour lui permettre à elle aussi, elle ou d'autres jeunes auteurs, que voilà, c'est aussi bien de publier en Afrique. Et c'est même très bien, franchement. C'est ça l'avenir, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens de publier des livres qui restent à l'extérieur, quoi. C'est comme un père de famille qui gagne son argent et tout reste à l'extérieur. Et la famille se nourrit de quoi? Vous voyez ce que je veux dire, ça. C'est pour ça que j'ai commencé tout là en parlant aussi de ceux qui ne reviennent pas beaucoup, parce qu'il nous faut ce repli-là. Voilà. Partout ailleurs, ça a été fait. Les Chinois aussi sont partis ailleurs, en Occident, ils sont revenus. Et puis les Japonais avant eux aussi, ils sont allés beaucoup en Allemagne et aux États-Unis, sont retournés. Eh bien, nous aussi, nous devons, comme j'allais dire, pour prendre une image assez spécifique, il nous faut revenir jouer en équipe nationale, quoi, en fait, en quelque sorte. Même si on n'est pas du même niveau international que les autres, mais enfin, il y a quand même des trophées qui se gagnent, que je l'ai dit encore, et que je le redis, qui se gagnent uniquement chez soi. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Monsieur Claude, les décès d'Aguito, c'est encore disponible dans les kiosques et dans les librairies au Togo. Où est-ce qu'on peut trouver Bon, il y en a à la librairie Bon Pasteur. Ouais. Librairie Bon Pasteur, qui est notre vitrine, là, c'est la vitrine même des éditions Saint-Augustin, ouais. Là où je suis directeur littéraire. Sinon, c'est disponible. Mais c'est le problème général. Hein. Ouais, mais bon, aller chercher les livres individuellement, c'est pas évident. Non, tout ça. Mais petit à petit, bon, on y va. D'accord. Merci. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Avant de quitter, mes invités ont comment dire ça, un mot de la fin. Hein. Le mot de fin, c'est de vous remercier de nous avoir invités, spécialement pour ce sujet. Qui n'est pas très prisé je ne dirais pas des éditeurs, mais de beaucoup de Togolais, à qui vous faites découvrir ce sujet, et de souhaiter bon vent à la littérature togolaise. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Théo Ananiso. Oui. Non, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que la littérature togolaise est vraiment puissante. Je le dis, je le répète. J'ai conscience, nous avons de très bons auteurs, vraiment d'un très bon niveau, aussi bien au Togo ici qu'à l'extérieur. Et ce petit pays, en pourcentage, produit beaucoup. Et il faut que cela pénètre les consciences togolaises et que naturellement les gens qui sont aux affaires puissent faire de leur mieux, quoi, pour porter cette littérature. Et donc voilà, donc à l'occasion du Covid et des mesures qu'il faut prendre, etc., il me semble qu'on n'a pas beaucoup, ou on interdit, il me semble-t-il, pas mal de choses littéraires, d'organisation de rencontres, pardon. Et j'espère vraiment qu'on peut commencer à lâcher un peu du lest pour permettre que la chose se fasse. C'est déjà difficile d'écrire. Et donc, si on écrit et qu'on publie et qu'en plus, on ne peut pas aller devant le public pour le présenter, je trouve que c'est quand même assez dommage et assez pénible. Donc, voilà ce que je peux dire. Je vous remercie encore une fois de m'avoir invité là. Et je vous admire beaucoup, je dois le dire, et je suis beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, nos suiveurs sur les réseaux sociaux. Merci à Monsieur Claude Assiobo. Voilà. Il est écrivain et critique littéraire. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Et également avec Monsieur Théo Ananiso, écrivain et critique littéraire. Il est togolais de la diaspora. Il est de passage à Lomé pour ses vacances. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur.
électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci à vous, merci aux techniciens derrière les caméras, chef technicien Marc Azangba, Henri Bassakopto et le stagiaire. Merci à vous tous et à la prochaine.